Donc, on va utiliser justement le clavardage aujourd'hui pour interagir. Donc, n'hésitez pas là, tout au long de la session d'utiliser le clavardage pour poser vos questions. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mélodie Milan qui travaille avec moi chez Engagé, puis elle va pouvoir coordonner là, les questions-réponses tout au long de la session. Alors voilà. Juste avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanyen-Keaka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu, de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Donc, voilà pour la reconnaissance. Donc, je vais me présenter. Mon nom, c'est Maude La Liberté. Mon pronom, c'est elle. Je suis présidente chez Engagé. Pour ceux qui connaissent peut-être moins Engagé, c'est tout d'abord un site de recherche d'emploi, un site d'affichage d'offres d'emploi dédié aux organismes à but non lucratif. On offre aussi des services d'accompagnement au niveau du recrutement. Donc, juste pour, sans trop rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner une petite idée, là, ça fait 20 ans, moi, que je fais du recrutement, un peu plus de 20 ans déjà. J'ai œuvré dans différents milieux, industries, autant dans le privé, dans le public que dans le milieu OBNL. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir partager en toute, en toute simplicité, en fait, quelques notions, quelques concepts pour vous en faire bénéficier. Euh, donc, aujourd'hui, on va discuter, en fait, comme on le disait, là, du recrutement en OBNL, mais spécifiquement, je vais vous présenter 5 modèles gagnants pour établir des stratégies de recrutement en fonction de vos besoins. Donc, on va décortiquer ces différentes étapes-là de l'analyse de besoins au modèle là, qui va être le mieux adapté selon votre analyse. Donc, une dernière petite note avant de commencer dans le, dans le vif du sujet, bien que la présentation soit en fait en écriture inclusive, je vais utiliser le masculin à l'oral pour alléger là, la présentation si vous êtes à l'aise. Donc, voilà. Donc, en fait, on commence avec une petite mise en contexte. On a tous entendu parler de la pénurie de main-d'œuvre. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. On est encore en période de pénurie de main-d'œuvre, peut-être moins généralisée qu'il y a quelques années durant, entre autres, la pandémie. Donc, elle est moins généralisée, mais il y a encore certains secteurs, certains types d'emplois pour lesquels on ressent une pénurie de main-d'œuvre. On a vécu aussi le phénomène de la grande démission. Hein. Plusieurs employés ont décidé de quitter soit une industrie, soit leur emploi comme tel pour avoir des meilleures conditions de vie, pour une réorientation. Donc, il y a aussi eu un phénomène qu'on a pu observer en fait sur le marché. Puis on a aussi, je dirais qu'on le sent un petit peu plus aussi dans le milieu OBNL, des enjeux de relève. Donc, des départs à la retraite, on le voit aussi. Donc, des enjeux de relève qui viennent teinter, en fait, notre difficulté là, à recruter, puis nos besoins de recrutement. Ce qu'on voit aussi comme phénomène, ben, c'est que les employeurs chassent des mêmes talents. Hein. Ils veulent, ils recrutent là, pour les mêmes bassins de talents. Donc, ça ajoute aussi de la complexité. Puis les candidats sont très volatiles. Hein. Ils ont le choix. Ils posent beaucoup de questions. Ils veulent prendre des bonnes décisions, la bonne décision quand ils acceptent de joindre un organisme. Donc, leur comportement a aussi changé dans les dernières années. Donc, la grande question, ben, comment on demeure stratégique puis agile, en fait, dans un tel contexte qui n'est pas si évident que ça. Arrêtez, juste vous spécifiez, n'hésitez pas à m'arrêter durant ma présentation. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin si vous avez des questions, si c'est en lien avec le sujet que je viens de mentionner. Donc, première étape pour justement rester stratégique et agile, ben, c'est la planification des besoins. C'est souvent l'étape qui est oubliée. Hein. On a un départ, quelqu'un qui a donné sa démission, par exemple, ou on a un nouveau poste à combler, puis tout de suite, on va faire un affichage, on va tout de suite dans l'action. On ne prend pas nécessairement le temps de faire une planification parce que c'est souvent des besoins qui sont urgents. Donc, on ne prend pas le temps nécessairement de comprendre c'est quoi nos besoins de recrutement en amont.
Donc, une des façons de faire, c'est sûr qu'il va rester des besoins qu'on n'a peut-être pas vu venir, qui vont être ponctuels, mais si on prend le temps de bien analyser nos besoins futurs, peut-être dans la prochaine année ou sur quelques mois, bien, on est capable déjà d'aligner des stratégies de recrutement en fonction de ça. Donc, il y a plusieurs situations qui peuvent survenir dans cette fluctuation-là ou dans ces besoins de recrutement-là. Donc, par exemple, un organisme qui vient de signer une entente gouvernementale avec des subventions pour un nouveau projet, bien, il va peut-être avoir de l'embauche qui va être reliée à ça. Des embauches aussi de stagiaires. Hein. Des fois, on a des, 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 des périodes dans l'année, quand on fait de l'événementiel aussi dans certains organismes, où il y a des périodes de l'année où on va aller recruter des employés temporaires, par exemple. Donc, ça peut être cyclique aussi. On peut penser aussi à la période budgétaire, hein, quand on fait notre analyse au niveau de notre budget, de regarder nos nouveaux postes qui ont été budgétés. Donc, déjà, de regarder dans l'année, en fait, où seront nos besoins en termes de recrutement, évaluer notre taux de roulement aussi. Si c'est une donnée qu'on connaît déjà, c'est quoi le pourcentage de taux de roulement? Donc, on peut s'attendre à combien de recrutements dans l'année, par exemple, les départs à la retraite, les congés parentaux. Donc, tout ce type de besoin-là, de prendre du recul et d'analyser en amont, en fait, ces besoins-là, va nous permettre de déterminer par la suite une stratégie, puis d'être beaucoup plus efficace, d'avoir un plan de match quand ils arrivent. Donc, maintenant qu'on a fait notre planification, qu'on a eu à tout le moins une réflexion, comment on détermine notre stratégie de recrutement en lien avec ça? Je vais vous partager un outil qu'on utilise qui peut peut-être vous aider aussi à élaborer la stratégie que vous aurez besoin d'appliquer. Donc, cet outil-là est assez simple, sert d'analyse en fait de notre planification de main-d'œuvre. Maintenant qu'on sait ça va être quoi nos besoins ou qu'on a fait une estimation de nos besoins, on va analyser chacun des postes qu'on aura à recruter en fonction de deux critères. Donc, de la criticité du poste, à quel point ce poste-là est critique pour votre organisation. C'est sûr que tout poste est important. C'est pour ça qu'on a une structure puis qu'on a ces postes-là dans notre organisme. La criticité vient vraiment au niveau de votre offre de service, par exemple. Si vous n'avez pas cette personne-là en place ou en poste, il y a peut-être un arrêt des services ou un arrêt des subventions, revenus. Donc, c'est vraiment critique à l'organisation versus un poste qui est peut-être moins critique. On est capable peut-être de trouver d'autres solutions temporairement, un consultant ou de redistribuer les tâches versus quelque chose qui est vraiment critique. Fait qu'on va venir placer ce recrutement-là ou ce poste à recruter en fonction de la criticité. Et l'autre élément, c'est en fonction de la pénurie. Donc, moi, je considère trois critères au niveau de l'évaluation de la pénurie. Évidemment, l'absence ou la rareté de talent. Hein. S'il n'y en a pas sur le marché, on a un petit bassin, ben, c'est certain que c'est la définition la plus classique, si on veut, là, de la pénurie. Mais il y a aussi le niveau de compétition sur le marché, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'organismes ou d'organisations qui recrutent pour ces talents-là? Donc, ça, on peut le voir assez facilement. Hein. Moi, ce que je fais souvent, une petite analyse, parce que ça peut bouger aussi à différents moments dans l'année, d'aller juste sur Google, aller taper le titre du poste, puis je vais voir tous les postes qui sont affichés dans cette même catégorie-là, sur Indeed, LinkedIn et autres sites d'emploi. Donc, on peut voir s'il y a une grosse demande en ce moment pour un type de poste versus moins de demandes. Fait que ça aussi, ça va augmenter notre difficulté à les recruter sur le marché. Puis, il y a aussi le dernier élément à prendre en considération, c'est votre habileté à attirer la main-d'œuvre recherchée. C'est-à-dire, est-ce que votre organisme est reconnu comme une destination de choix, en fait, ou comme employeur de choix pour cette catégorie d'emploi-là? Par exemple, un poste en finance, vous allez chercher, par exemple, un comptable. Est-ce que le bassin de comptables dans votre région va penser à vous comme destination de choix? Peut-être moins que des firmes comptables ou autres dans d'autres industries. Donc, ça aussi, c'est un niveau de difficulté qui est à prendre en considération dans votre recrutement. Donc, ce qu'on vient faire par la suite, c'est avec ces deux éléments-là, la criticité et la pénurie de main-d'œuvre ou le volet pénurique de votre poste, on vient placer ce poste-là dans différents cadrans. Donc, le cadran 1,
qu'on voit dans le bas de l'écran, c'est un poste qui est non pénurique, non critique. On va pouvoir appliquer une stratégie de recrutement spécifique à ce genre de poste-là. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard sur les stratégies à appliquer selon différents cadrans. Donc ça, c'est un poste qui va être somme toute assez simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des difficultés, mais c'est plus pour élaborer la stratégie en lien avec ça, versus un poste dans le cadran 4 qui est hautement critique pour votre organisation et en pénurie où les effets de pénurie vont s'appliquer. Donc, il n'y a pas nécessairement une règle définie parce que chaque organisation va rencontrer ses propres difficultés ou le moment de l'année va venir impacter ça, mais je peux quand même vous donner des exemples. En ce moment, un poste en communication. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile à recruter, mais on reçoit quand même beaucoup de candidats par rapport à d'autres postes. Fait que ça serait peut-être un cadran 1. Mais ça se peut que votre organisation juge en fait que pour lui ou pour elle, c'est un poste critique. Mais habituellement, on est capable de se passer de ce genre de poste-là versus peut-être un poste en philanthropie où il y a beaucoup en ce moment d'organismes qui recrutent, hein. On le voit, là, les employeurs cherchent beaucoup ce type de poste-là. Puis on a un bassin très, très réduit, entre autres par manque de formation, là, avec le microprogramme qui a changé. On voit le bassin qui se régénère pas. On veut souvent des gens avec beaucoup d'expérience. Donc, ça restreint notre bassin au niveau philanthropique. Fait que un poste en philanthropie pourrait se retrouver dans le cadran 4, où je pense à des postes d'intervenants des fois, hein, d'intervenants psychosociaux. Donc, c'est un poste qui est critique parfois dans une organisation parce qu'il y aurait un arrêt de service ou une diminution des services. Puis, le bassin est quand même assez pénurique là, dans certains types d'emplois au niveau clinique, par exemple. Donc, ça nous aide en fait à vraiment déterminer notre stratégie par la suite. Puis, j'ai moins parlé des cadrans 2 et 3, mais c'est soit un des deux critères qui est rencontré. Donc, soit un poste non pénurique ou non critique. Je prends par exemple un poste peut-être d'adjointe. C'est moins peut-être critique, mais on voit quand même un effet pénurique sur le marché. Donc, il y aurait une stratégie qui serait peut-être différente à ce niveau-là. Donc, ça nous donne nos 4 cadrans nous donnent 3 stratégies, en fait, là, de recrutement là, adaptées, en fait, à vos besoins. Oups, pardon, je suis allée un petit peu trop vite. Donc, justement, c'est quoi nos stratégies de recrutement en fonction de nos cadrans? On revient à mon cadran 1, c'est un poste non stratégique, non critique. On va privilégier un poste en affichage. Parce qu'on sait qu'on a des candidats qui sont actifs sur le marché. On a un bon bassin de talent qui est disponible. Donc, on va miser sur un affichage qui va être clair et attrayant. On va bien travailler notre affichage parce que ça va être vraiment là qu'on va aller chercher nos bassins de talent de candidats actifs. Fait qu'on va s'assurer qu'on a une marque employeur ou des éléments de marque employeur définis dans nos publications ou dans notre affichage. Si vous avez sur votre site de votre organisme une section carrière, donc on va travailler cette section-là pour avoir quand même une belle page d'atterrissage pour nos candidats où vous allez peut-être parler de vos valeurs, de votre mission, votre culture d'organisation. Puis, on va privilégier aussi des sites d'affichage d'emploi. Donc, on va aller chercher le bon site d'affichage pour la catégorie d'emploi. Si c'est un poste en finance versus un poste en philanthropie, on va faire une recherche de marché, puis on va aller afficher aux bons endroits. Donc, ça, c'est notre stratégie A pour un poste qui est non critique, non pénurique. Ensuite de ça, on rentre dans la stratégie B. On rentre plus en mode sourcing bassin de talent. Donc, on se concentre sur des canaux de candidats, en fait, qu'on dit semi-passifs. Semi-passif, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est activement à la recherche, comme en phase 1, qui est là sur les sites d'emploi à aller appliquer. Mais il y a quand même une certaine réflexion. Il va être quand même facile peut-être à aller convaincre s'il y a une belle offre devant lui. Donc, il y a quand même une réflexion qui s'est amorcée. Donc, c'est comme ça on va aller chercher ce genre de bassin-là pour une stratégie soit non pénurique ou critique. Fait qu'on va aller faire
aller nos réseaux. Par exemple, par le référencement auprès de nos employés, donc ou nos bénévoles aussi, nos stagiaires. Regardez dans ces bassins-là qu'on a déjà, parce qu'on sait que c'est souvent un tremplin, hein, soit un poste de stagiaire ou un bénévole. Donc, regardez un peu dans nos bassins de talents qui sont existants, des anciens employés qu'on peut recontacter aussi, des partenariats avec les écoles, les événements qui sont spécifiquement dédiés au recrutement. Les réseaux sociaux aussi, donc de faire aller vraiment notre réseau, puis de faire savoir qu'on est à la recherche de ce genre de candidat-là pour aller allumer l'intérêt de certains candidats qui sont semi-passifs. Je vais terminer, mais je pense qu'une question. Je vais juste terminer avec la dernière stratégie C, puis après ça, je verrai là, avec Mélodie si c'est une question. Donc, la dernière stratégie, c'est notre stratégie plus de ciblage et de chasse. Quand on est en cadran 4, hein, on est dans poste critique et pénurique. Donc, là, on va aller chercher des candidats qu'on dit passifs. C'est des candidats qui ne sont pas à la recherche, qu'on va aller essayer de convaincre. Il faut les surprendre aussi avec une offre très intéressante. Fait qu'on va aller chercher, il y a peut-être un petit peu plus d'efforts ici à mettre pour aller chercher ces candidats-là parce que on l'a vu, si tu es dans le cadre en 4, ben, tu as un effet pénurique important. Fait que ton bassin il est très, très, très mince de candidats qui sont actifs sur le marché. Fait qu'on n'a pas le choix d'aller chercher d'autres techniques, en fait. Fait qu'on va cibler d'autres organismes qui ont ce genre de talent-là pour essayer peut-être d'aller chercher des gens. Peut-être de faire affaire aussi des fois avec des agences de placement qui ont déjà des réseaux, des bassins de talent dans ce domaine-là. Les associations, évidemment. Donc, on va faire aller notre réseau en ce sens-là. On va utiliser les réseaux professionnels, les LinkedIn, entre autres. Puis, peut-être d'avoir un recruteur dédié pour faire ce qu'on appelle plus de la chasse de tête ou des approches directes de candidats va venir, être aidant à ce niveau-là. Une des choses aussi qui est peut-être importante de prendre en considération, c'est en fait, étant donné qu'on sait déjà où en fait, on a fait une estimation d'où se situe notre poste dans le cadran, ben, ça fait qu'on va perdre souvent beaucoup moins de temps puis d'argent à faire des affichages, puis après 3 mois, dire, ben, j'ai pas d'applicant, quand on aurait pu dès le départ savoir que c'est un poste qui demanderait peut-être plus d'activité ou de recherche de candidats. Donc, si on le sait tout de suite, ça veut pas dire qu'on fait pas d'affichage. On va quand même peut-être faire de l'affichage en parallèle, mais on va tout de suite mettre en place des actions pour être soit dans le cadran B ou C selon en fait la difficulté du poste. Est-ce que j'ai des questions? Simplement sur la réception de la présentation. Donc Ah, c'est OK. pour ça. OK, parfait, super. Donc, oui, tout le contenu va être envoyé là, par la suite. Je le spécifiais à la fin, mais vous n'avez pas besoin de prendre de notes ou de prendre des photos de l'écran. Je vais envoyer le contenu de la présentation par la suite. Fait que vous aurez tout en main pour faire votre analyse et planification et stratégie de recrutement. Donc, voilà un peu. C'est pour nous aider dans notre réflexion, hein. Il n'y a pas nécessairement de recette magique où tout s'applique toujours de la même façon, hein. Puis on voit l'évolution du marché, même dans l'année, dans les périodes de l'année. Ça peut être très, très différent. Si je recrute un poste en communication ou un poste en finance, si on est à différentes périodes de l'année ou d'une année à l'autre ou selon le secteur. Il y a plusieurs critères qui rentrent en considération là-dedans, mais je pense que d'abord une réflexion puis une stratégie en fonction de la difficulté de votre poste puis de la criticité de votre poste va vous amener des meilleurs résultats plus rapidement, puis un meilleur, en fait, un meilleur investissement de votre temps, en fait, par rapport à ça. Donc, voilà. Bon. Simplement pour revenir sur la stratégie A. Dans le fond, une petite note par rapport à ça. Puis il y a plus d'informations là, sur notre site. On a fait un article là-dessus sur le site d'Engagé. Vous pourrez vous y référer. Mais c'est un point important aussi quand je disais, tu sais, la stratégie A, on met sur
un affichage qui va être clair, qui va être attrayant. C'est quoi exactement? Bien, la première des choses, c'est qu'une description de poste n'est pas nécessairement un affichage de poste. Souvent, trop souvent, je vois encore des organismes, des compagnies qui prennent vraiment leur descriptif interne, un peu, je dirais, protocolaire, on va le dire comme ça, puis mettre tout de suite ça à l'externe comme affichage de poste. C'est une erreur de le faire comme ça. Ça prend un moment, en fait, un pas de recul pour se mettre, moi, ce que je dis souvent, c'est mettre nos lunettes de candidat, là, candidate. Donc, qu'est-ce qui est important pour le candidat, puis qui va accrocher son intérêt tout de suite, puis qui va le convaincre de continuer à lire, en fait, votre affichage de poste. Donc, souvent, on commence, on fait nos descriptions puis nos affichages d'une façon très corporative, même dans le milieu au BNL. Puis, il y a une façon juste de remettre les choses dans un autre sens pour le candidat. Donc, souvent, on va commencer, en fait, bon, évidemment, avec le titre. Ça, c'est important, valider votre titre, s'assurer que c'est au marché, que les candidats que vous visez vont être interpellés par le titre, pardon, et ils vont cliquer dessus pour voir votre description. Ensuite de ça, on parle d'une phrase d'accroche, une genre de punchline, quelque chose qui va te donner un avant-goût, un peu de ce que tu vas avoir chez nous, là, sans rentrer dans les avantages tout de suite, mais qui donne l'intérêt, en fait, aux candidats de voir, d'aller voir un petit peu plus loin. Ensuite de ça, rôle, responsabilité, profil recherché, nos critères, essayer d'être pas trop, d'avoir pas trop une longue liste d'épiceries qui peut décourager aussi. On sait que certains candidats peuvent être découragés s'ils ne cochent pas tous les critères, entre autres en termes de recrutement inclusif. On y va vraiment là, avec des critères qui sont le plus minimal possible. Donc, et de laisser une certaine place à des critères qui seraient peut-être des atouts. Ensuite de ça, ben, les informations au niveau de la compagnie ou de l'organisation, de l'organisme, les longues descriptions de qui vous êtes. Donc, ça, on met ça plus à la fin. Puis, ce qu'on voit, c'est que la tendance, c'est souvent l'inverse. On commence avec ça, mais c'est pas ça que le candidat veut voir avant. Fait qu'inverser ou ayez une réflexion avec ce qui intéresse le plus le candidat, ce qui va plus l'accrocher, qui va faire « Hey, wow, quelle belle opportunité, je veux continuer à lire. C'est quoi? OK, oui, les responsabilités. En plus, ça colle. Oui, j'ai les critères. Puis l'organisation, oui, je la connais, puis ça tombe dans mes valeurs. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là là, qui prend un petit peu de temps, mais en fait, qui va tout de suite bien vous positionner dans le marché puis qui va vous amener des bons candidats. Donc, quelles sont vos options maintenant? On a fait, dans le fond, la planification des besoins, l'analyse des stratégies, puis en fonction des stratégies, ben, comment on va appliquer en fait comme technique de recrutement? Est-ce que vous avez, par exemple, des gens à l'interne, des recruteurs à l'interne versus peut-être une équipe restreinte RH ou même pas plus souvent, c'est ce que je vois aussi. Fait que comment on peut faire pour tirer notre épingle du jeu, en fait, au niveau des solutions? Fait que je vous présente 5 modèles qui existent, puis en fait, les 5 modèles comportent certains avantages, certains inconvénients. Puis c'est à prendre en considération selon justement votre analyse, puis selon ce que vous avez disponible en termes de ressources, de budget, mais je voulais vous les présenter aujourd'hui. Donc, vous pouvez toujours appliquer en fait ou aller commencer vos démarches en fait de recrutement avec des ressources internes. Comme je disais, est-ce que vous avez un recruteur, une équipe RH ou peut-être les gestionnaires de chacun des départements sont habilités et peuvent faire leur propre recrutement. Ça, on le voit beaucoup. Donc, évidemment, ça amène certains avantages de le faire de cette façon-là. Donc, on a un plein contrôle sur le processus, sur les coûts, puisque c'est nos gens à l'interne qui font le recrutement. On peut aussi se bâtir un bassin de candidats. Hein. On parlait tantôt aussi de nos bénévoles, nos stagiaires. Donc, quand on a un recrutement, nos RH puissent contacter ces gens-là, faire passer au niveau du référencement, par exemple. Donc, ça permet quand même de bâtir à l'interne un bassin de candidats. Par contre, ben, il y a parfois moins d'expertise, surtout s'il n'y a pas de recruteur dédié ou avec une fonction de recrutement, avec un certain volume de recrutement. Mais c'est peut-être pas l'expertise d'un directeur philanthropie de faire du recrutement pour son équipe. Fait que c'est sûr qu'il y a moins d'expertise à ce niveau-là.
Ils n'ont pas tout le temps les outils aussi, par exemple des licences de recrutement pour Indeed ou LinkedIn. Donc, c'est sûr que les outils sont plus restreints, des analyses salariales. Donc, c'est sûr que ça, c'est un désavantage, mais ça dépend toujours de votre organisation, du volume de recrutement que vous avez aussi, de la difficulté, évidemment. Donc, voilà pour la première solution, si on veut. Ensuite de ça, ben, vous avez peut-être fait affaire avec des firmes de chasse de tête. Donc, ça, c'est des recruteurs qui sont spécialisés, qui ont déjà un réseau. Ils offrent aussi des garanties de placement. Par exemple, c'est beaucoup pour des postes exécutifs, hein. Donc, des postes de DG, on va aller avec une firme de chasse de tête, il y a une garantie si le candidat ne convient pas, il y a un remplacement. Donc, c'est quand même c'est plus costaud là, comme solution. Tout dépendamment justement aussi de la stratégie que vous voulez appliquer. C'est quand même plus dispendieux, hein. Ça peut tourner là, selon les firmes entre 20 et 35 là, du salaire annuel du candidat. Donc, c'est quand même une solution qui est dispendieuse. Ce n'est pas applicable à tous les types ou les niveaux de postes. On va moins aller avec de la chasse de tête, par exemple, des firmes de chasse de tête pour des postes adjoints, par exemple. Donc, je dirais que c'est une bonne solution si c'est un poste exécutif, c'est souvent vers ça qu'on va aller. Sinon, les agences de recrutement un peu plus classiques, c'est aussi des recruteurs spécialisés avec un réseau, des postes de différents niveaux qui peuvent être recrutés aussi, autant des postes de salariés que des postes cadres. Il n'y a pas de garantie, par contre, souvent dans cette formule-là. Ça reste quand même dispendieux. Euh, Tout de même, ça reste plus entre du 15 puis du 20-25 mais on voit aussi là, des plus hauts pourcentages de salaires négociés. Puis les résultats sont assez variés, je dirais. Ça va vraiment dépendre de l'agence, de son bassin. Donc, si vous avez beaucoup de besoins, puis que vous développez une relation avec une agence, tu sais, puis que vous avez vraiment trouvé une agence avec laquelle vous avez une réelle connexion, ça peut être une bonne solution. Mais tu sais, une fois de temps en temps, comme ça, une agence, si vous ne connaissez pas, ben, vous allez peut-être avoir des résultats qui sont variés ici. On a aussi un phénomène assez récent, je dirais pas mal pendant la pandémie, hein, des consultants indépendants en recrutement. Donc, ils sont travailleurs autonomes, en fait, comme à la pige. On en voit beaucoup, là, entre autres sur LinkedIn, qui vont prendre des mandats comme ça ici et là. Donc, c'est des recruteurs spécialisés avec ou sans réseau. Il y en a qui ont des spécialités, d'autres moins. C'est plus un modèle à taux fixe, puis c'est très personnalisé, hein. C'est vraiment une relation avec un recruteur à la pige. Les résultats peuvent aussi, dans ce cas-ci, être variés, à moins d'avoir vraiment de connaître le recruteur puis d'avoir des bonnes références à ce niveau-là. Il y a une limite aussi de capacité là, que le recruteur peut prendre en même temps. On ne fait pas affaire à une firme ou à une équipe qui peut prendre un certain volume, donc il y a une limite de capacité. Puis parfois, il peut y avoir aussi une limite d'expertise et d'outils. Donc, ça, c'est la quatrième, la quatrième solution. Et la cinquième, ce qu'on appelle plus du recrutement sur demande. Donc, nous, c'est ce qu'on privilégie beaucoup chez Engagé. Donc, c'est de fournir à la demande d'un organisme une équipe multidisciplinaire, un recruteur expert marketing, expert médias sociaux, avec un réseau dans le milieu ABNL. C'est aussi une solution qui est à taux fixe puis qui permet une meilleure agilité puis une flexibilité selon les besoins, selon les demandes de recrutement. C'est peut-être moins adapté, par contre, à des postes exécutifs. Ça ne remplacera pas les firmes de chasse de tête, par exemple, pour un poste de DG. Ce n'est pas nécessairement la solution qu'on va mettre de l'avant. Donc, chez Engagé, nous, on fonctionne beaucoup comme ça, en déployant des équipes selon le besoin. Ça peut être quelques heures par semaine ou pour un recrutement pour venir vraiment là, épauler un organisme qui a peut-être moins, qui est peut-être moins outillé à l'interne. Puis sinon, ben, pour les ressources, je reviens à la ressource interne. On travaille aussi beaucoup avec des organismes qui ont déjà leurs ressources. Puis d'ailleurs, si vous avez envie de continuer la discussion, moi, j'offre des consultations gratuites. C'est dans notre philosophie aussi chez Engagé. De partager en fait nos connaissances puis notre expertise. Donc, si c'est plus le type de solution que vous privilégiez, on offre aussi là, des consultations gratuites pour regarder un petit peu les stratégies justement puis des outils. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ça? Je pense pas.
l'outil gratuit qui va être partagé aussi suite à ce webinaire-ci. Quand on parlait justement des affichages, nous, on a cet outil-là qui est toujours en construction parce que les sites changent, parce que ça évolue. Mais c'est un bon outil justement si vous focussez sur la stratégie A au niveau de votre affichage clair, attrayant, d'aller chercher les bons sites d'emploi pour les sites d'affichage, pardon. Ben, c'est en fait un petit guide par catégorie de site d'emploi avec les prix, comment ça, en fait, avec plusieurs catégories, là. Donc, ça peut vous aider aussi, ce petit guide-là. Quand vous avez un poste, par exemple, en finance, vous allez dans cette catégorie-là, vous pouvez voir tout ce qui existe, d'aller fouiller un petit peu. Il y a plein de sites qui sont gratuits en plus. Donc, c'est l'outil là, qu'on va vous faire parvenir suite à ce webinaire-ci. Donc, en terminant, on se posait la question comment rester en fait stratégique et agile dans un marché de l'emploi en constant changement avec cette volatilité-là. Ben, c'est en restant proactif. On le voit tout de suite quand on est capable de faire une analyse en amont, d'être proactif. On comprend, il faut comprendre nos besoins, puis c'est quoi notre capacité aussi, parce que si on ne l'a pas, puis on le sait dès le départ, ben, on peut tout de suite ajuster, en fait, s'ajuster en fonction du modèle qui serait le mieux adapté, plutôt que de perdre du temps. Si, par exemple, notre ressource à l'interne, qui est un gestionnaire, je reprends mon exemple de directeur philanthropie, qui n'a pas le temps, il y a des candidats qui appliquent, qui n'ont pas eu le temps de les contacter, on perd les candidats, on brûle le marché. Donc, il faut s'assurer d'être complètement dédié. C'est du juste à temps, là, comme on dit. Donc, on est en recrutement, il faut être réactif. Fait qu'il faut qu'on s'assure qu'on a vraiment les outils, on a une stratégie, puis qu'on a la capacité aussi en termes de solutions. Et évidemment, on reste flexible et agile. On s'adapte aux réalités du marché. On applique les bonnes stratégies de recrutement selon le poste. C'est super important. Puis ça va nous permettre justement là, d'avoir du meilleur succès, puis une meilleure utilisation de nos ressources et nos budgets en termes de recrutement. Donc voilà, ça conclut le petit webinaire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelques trucs, vous avez trouvé des trucs pertinents. On va vous envoyer la présentation, l'outil gratuit. Vous avez aussi le code QR là, qui apparaît à l'écran si vous voulez planifier une consultation gratuite avec moi, qu'on regarde peut-être de façon plus pointue dans votre organisme certaines pistes de solutions. Donc, je vous invite à me contacter sans problème pour une petite consultation gratuite. Ça va me faire plaisir de prolonger la discussion avec vous. Est-ce que j'ai des questions? Parfait. Ben, merci Ludovic pour tes bons mots. Bonne journée à tous. Je vois que vous avez apprécié. C'est super. Je vous souhaite une belle journée. Merci.